en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Bassoléa, ou de l'herbe dans le ventre, de Juliette Mézingue, paru aux éditions La Contrallée, dans la collection La Sentinelle en 2025. Bassoléa, c'est la voix d'une jeune femme mise au vert contre son gré. En colère contre le monde et ses absurdités, elle trouve refuge dans une véranda sous la terre. Là, elle contemple champignons, bactéries, racines, protozoaires. Elle respire enfin. Curieuse, elle cherche à traduire dans le monde des humains l'art de vivre des microbes. Ce monologue haletant, à la croisée du récit initiatique et d'une forme de manifeste éco-poétique, critique frontalement notre société du tout-travail, destructrice du vivant, et imagine un corps recyclable, sans trace, en célébrant l'élan vital d'une jeunesse en quête d'alternatives. De sa fureur naît un enthousiasme contagieux, une curiosité pour ce qui pousse, pour ce qui échappe à l'ordre dominant. Un chant vibrant, une parole libre, incarnée, profondément vivante. Alors je suis retourné à ma terre, et tant pis si je m'enterre, je me suis dit, parce que c'est moi qui le veux, parce que j'y m'y shoot à la vie, et que c'est quand même hallucinant le vivant. Rien de plus hallucinant que le vivant. C'est l'hallu complète quand on y songe plus d'une seconde, parce qu'après, j'ai passé un temps fou à creuser la question des microbes, des champignons, celle du sol vivant et du soleil dans tout ça. Et c'est là que je suis tombé sur le documentaire d'un Japonais, un film daté et de super mauvaise qualité, pas très long, mais que je me suis passé en boucle tellement j'étais scotché par les images qui défilaient. Je n'avais pas assez d'yeux pour voir ce qui est invisible à l'œil nu. Ces champignons qui n'étaient pas les champignons qui poussent dans la tête quand on pense champignons, mais des sortes de fins tentacules qui progressaient sur l'écran en vitesse accélérée pour s'attaquer à une feuille morte. Pas assez d'yeux non plus pour suivre le ballet de bactéries fortement pixelisées, en vrai des nuages entiers de pixels blancs et bleus, qui s'attaquaient eux aussi à une feuille morte tandis qu'une voix monocorde et d'un autre âge expliquait comment les champignons, les bactéries et toutes sortes de bestioles s'emploient à transformer les feuilles mortes en humus qui, mêlés aux roches réduites par les lichens en débris fins, forment ce que l'on appelle de la terre. Cette terre dont je ne faisais pas vraiment cas jusque-là. Je dois le dire, jusque-là je ne faisais aucun cas de la terre. Et qui vraiment fait cas de la terre ? Personne ne fait vraiment cas de la terre. Elle nous supporte, voilà tout. Cette terre dont j'apprenais qu'il fallait 300 ans d'érosion et d'activité microbienne intense pour en produire un seul centimètre, et même bien plus, suivant les terrains. Au Japon, ça se comptait en millions d'années. Je n'en revenais pas, et je n'en suis toujours pas revenu pour tout dire. Et puis, il y a eu ce moment où, à force de repasser les images d'une racine d'un blanc translucide qui étendait ses radicelles et à l'extrémité de laquelle s'agitaient des pixels dont la voix disait qu'ils étaient des bactéries, à force, il y a eu ce moment où tous ces pixels de lumière sont passés directement de l'écran jusque dans ma tête et m'ont éclairé brutalement sur la nature même de la Terre, qui est pleine de soleil en vrai. En plus d'être pleine d'air et pleine d'eau, la Terre est pleine de soleil. La Terre est forcément pleine de soleil puisque les plantes captent la lumière et que les racines doivent bien en recevoir un peu de cette lumière, parce que tout circule en tous sens dans une plante. On pouvait le voir ça aussi dans le documentaire. À un moment, on pouvait même suivre la circulation des fluides dans une plante. Tout ça dépassait mon imagination que je croyais pourtant fertile. Trop, on me l'avait assez dit, tu as trop d'imagination. Et j'ai dû m'allonger à nouveau, une main sur la tête, une autre sur le ventre. J'ai continué à réfléchir, et plus je creusais la question, et plus je me disais que tout communique. Plus je creusais la question, et plus je me disais qu'il fallait creuser les questions, chaque question, que c'était ça l'urgence, s'arrêter et creuser chaque question. Ce qui demande un temps fou, c'est vrai,
Et alors, au moins, pendant ce temps, je ne construisais pas des trucs débiles et hideux et qui détruisent tout. Regarde cette herbe, cette minuscule et très modeste petite herbe. Est-ce qu'elle se plaint? Est-ce qu'elle s'agite? Est-ce qu'elle tourne la tête en tous sens? Est-ce qu'elle roule des yeux dans tous les sens en se plaignant « Je n'ai le temps de rien, j'ai trop de travail ?» Et pourtant c'est elle qui fait tout le travail, le véritable travail. C'est elle qui pousse, qui se développe, donne toute sa mesure d'herbe ordinaire, c'est elle qui produit tout ce dont la vie a besoin sur terre. C'est elle qui travaille à la vie, en vrai. Eux, ils ne travaillent pas, ils subissent le travail, et ça leur va bien, sortir du travail pour se mettre au travail demande tellement plus de courage que continuer à travailler. Sortir du travail demande tellement plus de travail en somme qu'ils préfèrent tous creuser leurs ornières plutôt que creuser leurs questions, ce qui les amènerait inévitablement à arrêter de fabriquer des trucs débiles et hideux et qui détruisent tout, pour se mettre à travailler à la vie. Et le pire, c'est qu'eux aussi ils l'ont compris. Le pire, c'est qu'ils savent bien tout ça. Au fond, ils se mentent, c'est tout. C'est la peur qui leur ment, la peur de sortir de l'ornière qui a pris la forme de leur corps, à force, et c'est pourquoi ils n'ont plus le temps de se nourrir correctement. Le temps d'aimer, n'en parlons pas. Même les morts n'ont plus le temps de les accompagner. Il faut que ça aille vite, au pas de charge, ils n'ont pas que ça à faire. Ils sont bien trop occupés à tuer la vie aux quatre coins de la planète. Alors, j'ai pensé aux Indiens d'Amérique, et penser aux Indiens d'Amérique m'a donné envie de sortir, de travailler à la vie moi aussi, de participer, parce que c'est l'essentiel dans la vie. Alors je suis sorti et j'ai tourné. J'ai tourné autour de la maison. Des pans entiers menaçaient de me tomber sur la tête. J'ai tourné plus vite. Je ne savais pas trop quoi faire au juste. Je ne savais pas trop quoi faire de mon corps. Participer, c'est beau, mais quoi faire ensuite? Une fois qu'on a décidé de participer à la vie, surtout que je ne savais rien faire, en vrai, strictement rien, alors j'ai tourné plus vite, encore plus vite, jusqu'au moment où j'ai couru jusqu'au moment où j'ai dévié. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Je me suis retrouvé à courir dans un champ qui puait le fumier, avec des froissements d'ailes qui me passaient au-dessus de la tête. Au début, ça m'a pas plu. Pas les étourneaux qui se déplaçaient en nuages organisés, non, mais le fumier, ça m'a pas plu. On dit que c'est naturel, mais ça sent quand même super fort. Au début, je me suis défendu, j'ai tenté de limiter la respiration, la suspendre même, mais ça n'a pas marché. Je courais. En marchant, on peut limiter un peu, et même suspendre la respiration, mais en courant, c'est impossible. Et je courais, et je ne pouvais pas m'arrêter de courir. Alors j'ai respiré normalement, enfin ce qui est normal lorsqu'on court, c'est-à-dire fort. J'ai respiré fort, et même plus fort encore, quitte à respirer cette odeur de fumier forte, autant respirer fort, c'est logique. Alors j'ai respiré fort, l'air qui puait le fumier à plein nez, et j'ai senti l'air, avec le fumier dedans, entrer dans mon corps jusque dans mon sang, et j'ai trouvé ça étonnant. Et j'ai senti aussi l'air avec un peu de mon corps dedans ressortir par mes narines, et petit à petit je suis entré dans le champ, et le fumier, pendant que le champ et le fumier m'entraient dans le corps. Je ne faisais pas qu'un avec le champ et le fumier, il ne faut pas exagérer, mais j'en faisais partie. Et je me suis dit, d'une certaine façon, je me suis dit que c'était peut-être ça, participer, et ça m'a enthousiasmé. Et quand je pense maintenant que personne ne dit ça, personne n'explique ça, personne n'écrit ça, que le dehors sans arrêt entre dans le dedans, et que le dedans sans arrêt entre dans le dehors, et que le dehors est fait de dedans, et que le dedans est fait de dehors, quand je pense que même les écrivains n'en font aucun état, leurs personnages vont et viennent comme ça, les écrivains font aller et venir leurs personnages sans que jamais ne soit mentionné le fait qu'ils sont faits de dehors, et que le dehors est fait de leur dedans. Ils les font aller et venir comme si ça allait de soi, comme si c'était anodin, alors que c'est essentiel. Sans ça, comment pourraient-ils aller et venir? Comment pourraient-ils vivre leurs histoires d'amour, de bataille, de héros et même d'anti-héros? Ils ne pourraient pas, c'est bien simple. Mais on dirait que c'est une question pour eux, que c'est un émerveillement, que cela va de soi. Rien à dire là-dessus, rien à signaler. Ils ont d'autres choses à faire qu'à respirer, leurs personnages. Ils ont des projets, ils ont des ambitions, ils ont des sentiments, ils ont des personnages dans des romans écrits par de grands écrivains.
Respirer, c'est banal pour eux, et même pire, c'est un dû. Et d'ailleurs, le dehors n'est qu'un décor pour eux, rien de plus, et respirer juste un moyen d'avancer dans ce décor et réaliser des choses plus ou moins grandes en fonction du personnage qui est fonction de l'écrivain. Mais respirer. Et là, je respirais, pour la première fois de ma vie, je respirais. Mais respirer, c'est l'affaire de toute une vie. Respirer, c'est l'affaire, la grande affaire de la vie. Ce n'est pas rien, c'est phénoménal, c'est la merveille des merveilles. Et personne pour s'extasier ou même s'étonner. J'en étais stupéfaite, alors que je courais maintenant sur des pierres noires qui basculaient sous mes pieds, ce qui m'obligeait le plus souvent à bondir sur le flanc d'un de ces sucs volcaniques qui poussent un peu partout ici sur le plateau. Et c'est pour ça que je ne les ai pas vus arriver, les nuages. Ils couraient vite, eux aussi, il faut dire. Ils débordaient la ligne d'horizon pour dépêcher en montant de la vallée des langues brumeuses qui fonçaient dans le ciel bleu, se déversaient dans chaque dépression du plateau. Dans l'élan, je me suis dit que j'allais boire les nuages par le nez et par la bouche à mon saoulé, jusqu'à ce que la mer de nuages recouvre tout et m'enveloppe de froid. Et là, j'ai eu peur, parce que je ne voyais plus rien. J'ai oublié de boire, et j'ai entrepris très vite de faire machine arrière. Heureusement, il y avait des ouvertures dans ces masses d'eau énormes qui passaient en vapeur et en trombes. Parfois on voyait même les sucs au loin, en ombre chinoise, et le soleil comme une lune pleine. Je courais un peu au hasard maintenant, selon la visibilité, quand tout à coup elle était là, entre deux nuages, gonflée comme une énorme baudruche, couchée sur le flanc, mais si gonflée que ses quatre pattes étaient en l'air, largement écartées. Une vache. D'un roux terne, mat. C'était irréel. Cette vache morte existait comme jamais rien n'avait existé. Et c'est justement parce qu'elle était irréelle qu'elle existait, là, devant mes yeux, au point que la force de sa réalité m'a renversé, soufflé. Je me suis retrouvé sur le cul sans comprendre. J'ai mis du temps à me remettre. Mais quand je me suis un peu remise, je me suis dit que vraiment, c'est le genre de truc qu'on trouverait jamais dans un roman. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.